Bonjour Monsieur Soral, je voulais d'abord vous remercier d'avoir fait monter mon niveau de conscience historique et politique. Ma question est la suivante. Que pensez-vous de Jacques Doriot qui, comme vous, entendait grouper les dissidents de droite et de gauche autour d'un même parti? Prenez soin de vous et au revoir. Ça c'est une question carrée et dangereuse. Alors pour les gens qui ne savent pas, Jacques Doriot est au départ un communiste, je crois qu'il était maire de Saint-Denis, qui était le rival de Thorez au PCF. Il a rejoint Pétain, c'est-à-dire la Révolution nationale, parce qu'on parle toujours de la collaboration, mais il a rejoint la Révolution nationale et la collaboration fatalement. Et effectivement, il est un fasciste français, c'est-à-dire qui a réuni la question sociale et la question nationale. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de la France, c'est son redressement, c'est la possibilité de lui maintenir, comme l'a dit le maréchal, son rang de grande puissance européenne et coloniale. C'est la possibilité de pouvoir regarder nos enfants en leur disant, malgré le mépris de certains, malgré l'hostilité d'autres, nous avons travaillé pour que ton sort soit bien meilleur que le mien, soit bien meilleur que le nôtre. Nous avons travaillé pour que tu sois plus heureux que nous. Voilà le lait que nous voulons faire aujourd'hui. Évidemment, quand j'étais jeune, je pensais que ce Doriot était une ordure et un type abominable. Avec une plus profonde culture historique, je me rends compte qu'entre Doriot et Thorez, je suis pas sûr que le plus gros salopard des deux et le moins courageux des deux soit Doriot. Je rappelle que Thorez s'est barré dès la déclaration de guerre, a passé toute l'occupation en URSS, sous contrôle soviétique, et qu'il c'était pas vraiment un patriote français, c'était un agent soviétique. Ne comptez pas sur moi pour cracher sur Doriot. En revanche, quand on regarde les images de Doriot, il y a quand même un truc qui fait réfléchir, qui interpelle sur ce que c'est que le national-socialisme à la française. C'est autant quand on voit des SS en uniforme Hugo Boss, ils incarnent quelque chose de violent, de dur, de germanique. Autant Doriot, quand il essayait de jouer le fasciste, avec son côté bonhomme qui met bien la bouffe et la picole, et son côté pas très soigné, il y avait un côté un peu ridicule. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden, et aujourd'hui on va encore continuer sur les fascismes. Vous inquiétez pas, on arrive bientôt au bout, nous sommes à la page 86 et ça fait, fait 128 pages. Donc, vous inquiétez pas, on y arrive. Et donc là on va parler de Vichy, où la réaction triomphante est fascinant. Fascinant, c'est ça, voilà. L'existence du gouvernement de Vichy dans une moitié de la France non occupée après le désastre de la France est le fait du vainqueur désireux de ne pas heurter brutalement les Français, mais se réservant des moyens de pression irrésistibles pour garantir l'asservissement du pseudo-gouvernement libre laissé en place provisoirement. Indemnité d'occupation, ligne de démarcation, prisonniers de guerre, etc. Au lieu de se limiter à administrer la France, le maréchal Pétain, nouveau chef de l'État, voulut mettre à profit la défaite pour régénérer la France par une révolution nationale. Merde, un accent raciste. Il proclamait qu'il n'imitait personne et qu'il en tirait la substance de la tradition nationale. Effectivement, un de ses premiers actes fut un refus d'instituer un parti unique et plus tard un mouvement unique de jeunesse. S'inspirant de la doctrine sociale de l'Église, du socialisme proudhonien et surtout de l'Action française, dont les adeptes jouaient un gros rôle dans l'entourage du maréchal, la Révolution nationale avait pour objectif de ramener la France à l'ère pré-industrielle d'une économie rurale et artisanale. Elle voulait consolider ou restaurer les cadres traditionnels de la société, la famille, le métier, la région, etc. Sa devise était travail, famille, patrie. Hostile au principe du capitalisme, mais plus encore au socialisme marxiste, le régime de Vichy voulait décentraliser l'administration, laisser à l'État un rôle d'arbitre et de gendarme, concilier ouvriers et patrons dans une charte du travail, dans une organisation corporative, substituer à l'individualisme la solidarité du groupe, ou dit autrement, c'est la gauche du travail et la droite des valeurs. Dans ses fondements, ce régime n'est donc en aucune façon révolutionnaire, mais profondément réactionnaire. L'autre nom de la contre-révolution, a écrit René Raymond. Mais c'est aussi une dictature supprimant partis politiques et syndicats, limitant les libertés individuelles, procédant à des arrestations arbitraires, créant des catégories de parias exclus par principe et en bloc de la communauté nationale, communistes, juifs, francs-maçons, employant une police politique parallèle, groupe d'autodéfense, service d'ordre de la Légion et milices, instaurant une censure rigoureuse et une pratique de délation.
Tout en étant rejeté officiellement, l'attrait du fascisme demeurait très fort. Le culte du maréchal Pétain, par son ampleur comme par son infantilisme, ne cédait en rien à celui de Mussolini. Un ersatz de parti unique avait été institué par la Légion française des combattants. On retrouve à Vichy, comme dans tout fascisme, le nationalisme intégral, l'organisation hiérarchique du corps social, la liberté définie par les obligations envers l'État, une intervention de l'autorité politique dans toute l'activité de la nation, l'élimination des parasites sociaux, la phraséologie révolutionnaire, l'affirmation d'une troisième voie entre capitalisme et communisme, une radicalisation de la société française. Cette fascination latente devint effective après l'occupation de la zone sud en novembre 1942. Des collaborateurs avérés de Nord, Marcel Déat et Bonnard, entrèrent au gouvernement, surtout la création de la milice, commandée par Darnan, promu responsable de l'ordre dans le gouvernement rougit le régime de Vichy d'une tache de sang avec les violences de toutes sortes, la torture et les fusillades. Le maréchal Pétain blâma certes ses excès, mais tardivement et sans jamais les réprimer. Il avait d'abord accepté qu'il soit exécuté en son nom. C'était une inéluctable conséquence de la décision de placer la France, par la collaboration avec son vainqueur, dans l'Europe voulue par celle-ci. Donc voilà, c'était... je me suis surpris moi-même, en fait c'était la fin sur le fascisme français qui était assez court, vous en conviendrez je pense. Donc voilà, c'était... je vous dis rendez-vous au prochain chapitre, le chapitre 5 c'est l'Europe fasciste, parce que on va quand même élargir l'éventail. Donc enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag, bisous à vous.